Écho du 24 février 2020. 4 sujets à l'ordre du jour. 1. Fayulu dénonce les scandales de détournement à répétition en RDC. 2. Les magistrats en assemblée générale ce lundi à Kinshasa. 3. Malaise au sujet de l'éventualité de nomination des mandataires sur base d'arrangements politiques. 4. Les alliés de l'UDPS ont échangé avec Félix Tshisekedi et se sont mis à sa disposition en envisageant déjà 2023. Écho 1. Fayulu dénonce les scandales de détournement à répétition en RDC. Martin Fayulu est sorti du bois pour dénoncer les scandales des détournements à répétition en République démocratique du Congo. L'ancien candidat Lamuka à la présidentielle, Martin Fayulu Madidi, veut voir clair sur toutes les affaires sombres liées à la corruption durant le règne de Kabila et de son successeur, Félix Tshisekedi. Il a cité notamment le dossier Bukangala Hanzo, mais aussi celui de 15 millions de dollars américains qualifiés de rétrocommission. Au nom du peuple, j'exige que la lumière soit faite sur toutes les affaires ténébreuses, notamment le dossier Bukangala Hanzo qui semble être la plus grosse escroquerie d'État depuis la zaïrianisation. L'affaire de 15 millions de dollars américains de décote sur la créance des sociétés pétrolières qualifiées de rétrocommission, l'affaire 200 millions de dollars américains issus d'un prêt contracté auprès d'un individu sous sanctions américaines, la gestion de 6 milliards de dollars américains du fameux contrat chinois, la gestion du projet hydroélectrique de Bizanga dans la province de Lualaba, particulièrement sur le prêt de 328 millions de dollars américains accordé au gouvernement de la RDC par le groupement d'entreprises chinoises et le rôle de l'entreprise privée Congo Management dans le dit projet, a dénoncé le leader de la dynamique pour la vérité des urnes. Dans une intervention musclée diffusée vendredi 21 février 2020 sur les réseaux sociaux par son service de communication, Martin Fayulu a jugé le budget 2020 du gouvernement congolais adopté par l'Assemblée nationale d'un gros mensonge et d'un deuxième crime contre l'avenir de la République démocratique du Congo. À la suite de la publication du plan de trésorerie par le ministère des Finances, le porte-étendard de l'AMUCA s'est dit consterné de constater l'incapacité de mobilisation des recettes du gouvernement actuel alors que la RDC est une nation très riche et regorge des richesses capables de faire d'elle l'une des économies prospères de l'Afrique et pourquoi pas du monde. Il a pointé un doigt accusateur aux tenants du pouvoir actuel regroupés dans la coalition FCC-CAC, qui se distingue, selon lui, dans la corruption et le pillage des ressources de l'État. L'homme de la vérité des urnes ne comprend que l'État congolais, avec toutes les ressources dont regorge le pays, est incapable de générer 10 milliards USD des ressources à cause de la corruption et du pillage organisé. Pour lui, la RDC a tout ce qu'il faut pour être une économie productive, prospère, créatrice des richesses et d'emplois. Mais ce qui tue notre pays sur le plan de la gouvernance, c'est le cancer de la corruption et du pillage des deniers publics, a-t-il fait remarquer. Le président du parti Engagement pour la citoyenneté et le développement, SID, souligne que seuls les Congolais sont capables de mettre fin à toutes ces hautes trahisons commises par certains fils du pays contre leur propre pays. Seuls les Congolais sont capables de mettre fin au règne de l'incompétence, de l'insouciance, de la médiocrité, du gangstérisme et de la banalisation de la corruption que du pillage de l'argent du trésor public au sommet de l'État. Écho 2, RDC, les magistrats en assemblée générale ce lundi à Kinshasa. Les syndicats des magistrats de la République démocratique du Congo seront en assemblée générale ce lundi 24 février 2020 à Kinshasa. L'annonce a été faite le dimanche 23 février dernier par Isofa Nkanga, président du syndicat autonome des magistrats au terme d'une séance de travail avec le vice-premier ministre de la Justice Célestin Tinda, et Brand Collonge, le directeur de cabinet adjoint du chef de l'État, et le professeur Félix Vunduawe, président du Conseil supérieur de la magistrature. Il sera question pour les magistrats lors de cette assemblée générale, d'étudier la possibilité de la levée ou pas de la grève déclenchée depuis le 10 février dernier sur l'ensemble du territoire national. S'agissant des échanges avec le vice-premier ministre de la Justice, Isofa Nkanga a indiqué que la primeur du contenu est réservée aux magistrats.
La primeur du contenu des échanges est réservée aux magistrats en assemblée générale prévue ce lundi 24 février 2020, a fait savoir le président du syndicat autonome des magistrats. Pour rappel, les magistrats ont décidé de grever notamment pour s'opposer au prélèvement au taux de 12,5% de l'impôt professionnel sur la rémunération, IPR, sur leur salaire depuis le mois de janvier dernier et dénoncer la non-prise en compte de la nouvelle grille barémique transmise par le Conseil supérieur de la magistrature au gouvernement. Jeff Tekit cita. Écho 3, malaise au sujet de l'éventualité de nomination des mandataires sur base d'arrangements politiques. Des tractations ont commencé au sujet de la nomination des mandataires de l'État dans les entreprises et organismes publics sur la base d'arrangements politiques. Le Front commun pour le Congo, FCC, et Cap pour le changement, CAC, s'apprêtent à désigner ceux qui géreront les entreprises publiques. Pour sa part, l'Association congolaise pour l'accès à la justice, ACAJ, se dit vivement préoccupée par les modalités sur base desquelles le processus de désignation des mandataires publics devrait être mené. L'organisation dit avoir appris que cela devrait se passer de la même manière que pour la formation du gouvernement. Si cette démarche était avérée, elle constituerait une violation flagrante et délibérée de la Constitution de la République démocratique du Congo, dit l'ACAJ qui a écrit une lettre ouverte à ce propos. Lettre ouverte de l'ACAJ à la coalition FCC-CAC sur l'éventualité de nomination des mandataires sur base d'arrangements politiques. Kinshasa, le 22 février 2020. À Monsieur le coordonnateur du Front commun pour le Congo, FCC. À Monsieur le coordonnateur du Cap pour le changement, CAC. À Kinshasa, République démocratique du Congo. Concerne, opposition de l'ACAJ à la nomination des mandataires de l'État dans les entreprises et organismes publics sur la base d'arrangements politiques. Messieurs les coordonnateurs. Par médias interposés, l'Association congolaise pour l'accès à la justice, ACAJ en sigle, est informée de ce que vous vous apprêterez, dans les prochains jours, à faire nommer de nouveaux mandataires publics, non seulement dans les entreprises publiques transformées, mais également dans les établissements publics. Cette initiative est louable dans la mesure où ces unités de production étatiques constituent des instruments économiques indispensables pour la matérialisation de la vision politique du président de la République. Cependant, au regard des informations en notre possession, l'ACAJ est vivement préoccupée par les modalités sur base desquelles le processus de désignation des mandataires publics devrait être mené. En effet, il nous revient que les mises en place projetées devraient faire l'objet d'un partage entre les membres de la coalition FCC-CAC, à l'instar des règles ayant présidé à la composition de l'équipe gouvernementale. Si cette démarche était avérée, elle constituerait une violation flagrante et délibérée de la Constitution de la République démocratique du Congo. Dans le cadre du partenariat constructif noué entre la société politique et la société civile, l'ACAJ saisit cette opportunité pour user de son droit citoyen aux fins de vous alerter sur les risques et les dérives potentielles d'un quelconque arrangement politique en vue de la mise en place d'un nouveau management aux commandes des entreprises et organismes publics. Notre contribution présente un bref historique des entreprises publiques, ainsi que les propositions formulées par l'ACAJ. Messieurs les coordonnateurs. D'aucuns ignorent que le Congo fut pour le Royaume de Belgique un réservoir de matières premières. En effet, grâce à sa colonie, la Belgique était le premier producteur mondial de radium, de diamants, de cobalt, de copal et d'ivoire, le deuxième pour les noix palmistes, le troisième pour l'huile de palme, le quatrième, le sixième et le 13e respectivement pour le cuivre, l'étain, l'or et l'argent. Les richesses minières et agricoles avaient provoqué l'éclosion en Belgique de nouvelles branches d'industrie et la création de nombreux emplois. C'est le cas de la société métallurgique d'Hoboken, qui traitait les métaux non ferreux et fournissait à elle seule du travail à près de 4000 ouvriers belges tandis que le traitement du diamant employait 15 000 ouvriers environ. L'apport de la colonie à l'économie belge fut également considérable dans d'autres secteurs comme les transports maritimes et l'ingénierie.
quelques 2 semaines seulement avant la proclamation de l'indépendance en juin 1960, le Parlement belge vota une loi qui offrait aux sociétés coloniales et de droit congolais la possibilité de se transformer en sociétés de droit belge. La manœuvre consista à placer ces entreprises sous la protection de l'État belge dont elles contribuaient à l'économie mais aussi à créer des filiales congolaises auxquelles elles feraient apport de leurs actifs, à l'exception de la trésorerie. La plupart des grandes entreprises coloniales saisirent la perche tendue et se muèrent en holding de droit belge. Ces dernières ne détenaient dans la plupart des cas comme seule participation que la totalité des titres de leurs filiales congolaises. Elles mettaient ainsi à l'abri leurs avoirs hors du Congo, en cas de nationalisation pure et simple de l'ensemble de l'appareil productif congolais. Il avait été aussi décidé de la dissolution des sociétés à charte d'autant plus que la table ronde économique d'avril 1960 avait conclu au transfert du portefeuille de la colonie au nouvel État. Pendant les 5 premières années de l'indépendance, le sort des entreprises a été suspendu à l'évolution politique du Congo. Les conflits armés ont perturbé la production, les transports, l'exportation et ont favorisé la fraude. D'où le déficit de la balance des paiements que le Fonds monétaire international, FMI, a tenté de contenir, en imposant une restriction dans l'exportation de devises. Les entreprises ont éprouvé des difficultés pour assurer le service des emprunts et verser les dividendes aux actionnaires, tout comme pour rémunérer les capitaux. L'inflation a eu des répercussions sur les dépenses salariales et l'importation des équipements. L'accord de février 1965 relatif au contentieux belgo-congolais est une étape importante dans l'évolution des actifs belges au Congo. Il a consacré le partage de la dette publique de l'ancienne colonie et de son portefeuille. L'État devenait ainsi actionnaire dans de nombreuses entreprises et même actionnaire majoritaire dans d'autres comme l'ONATRA, principale société de transport fluvial de gestion des ports maritimes de Bonaire, Baume et Matadi. L'État a aussi fait son entrée dans le capital de l'Union minière à concurrence de 20%, de la compagnie maritime congolaise à hauteur de 30%, de la Forminière à hauteur de 55%, d'Air Congo à hauteur de 65%. Enfin, il est devenu également actionnaire dans les filiales des sociétés ayant adopté la nationalité belge entre 1960 et 1961. Toutes ces entreprises ex-coloniales avaient des réserves importantes d'argent qu'elles n'injectèrent pas dans leurs filiales congolaises, à la rentabilité limitée, sinon nulle. Par ailleurs, les sociétés ex-coloniales qui formaient le groupe de la Société Générale de Belgique, ont refusé de devenir des sociétés à portefeuille. L'avènement de la Deuxième République en novembre 1965 redonna confiance au milieu politique et d'affaires belge. Le Congo était encore perçu comme un élément important de l'économie belge en termes d'emploi, de valeur ajoutée aux matières premières, de contribution au revenu national, sans compter les bénéfices des sociétés actives ou en lien avec lui. Mais ils déchantèrent en mai 1966, lorsque le président Mobutu a remis en question le règlement du contentieux belgo-congolais de février 1965. Il imposa également une taxe générale de 7,5% sur les affaires, sans compter les ponctions fiscales multiples et les impôts indirects élevés. La conséquence est que les marges de profit des sociétés se réduisaient. Le nouveau régime s'en prit aussi aux sociétés ex-coloniales ayant adopté le droit belge. Une loi du 7 juin 1966 imposa le transfert obligatoire du siège social de ces sociétés étrangères ayant leur principal siège d'exploitation au Congo. Les sociétés qui ne s'y étaient pas conformées ont été retirées du registre de commerce et interdites d'exercer au Congo. Dans sa quête pour asseoir son autorité, le président Mobutu avait dans son viseur les milieux d'affaires étrangers dont il recherchait l'engagement à son pouvoir. La gestion des entreprises en pâtit. C'est le cas de l'Union minière dont le refus des dirigeants de transférer le siège de la société au Congo a entraîné la nationalisation de ses actifs congolais en décembre 1966. Mobutu créa alors une société d'État, la Gécomine, pour les exploiter. Mais une filiale de l'Union minière, la Société Générale des Minerais, a gardé la main, quant à l'assistance technique et la commercialisation des minerais.
Le processus de dégagement de l'économie zaïroise des influences extérieures se poursuivit en novembre 1973, quand Mobutu a décidé de zaïrianiser la plupart des entreprises détenues par des étrangers dans divers secteurs comme la construction, les hydrocarbures, les mines, l'agriculture et l'élevage. L'État a donc repris leurs actifs avant de les confier à des Zaïrois, dont des proches du président Mobutu, ses collaborateurs et les membres de leurs familles ou des fidèles soutiens politiques. L'ignorance et l'incurie des nouveaux propriétaires a entraîné la faillite rapide de la plupart de ces affaires. Mobutu dut faire marche arrière et l'État a repris tout à son compte. C'est dans ce cadre qu'intervint la loi numéro 78-002 du 6 janvier 1978 portant dispositions générales applicables aux entreprises publiques. Force est de constater que cette loi n'a rien résolu. Tirant les leçons de ces échecs à répétition, le gouvernement de la RD Congo a initié en 2008, via le comité de pilotage de la réforme des entreprises publiques, COPIREP, la réforme de son portefeuille par la transformation des entreprises publiques en sociétés commerciales. La dite réforme a débouché sur la mise en place d'un nouveau cadre juridique porté par les instruments juridiques ci-après. Loi numéro 08/007 du 7 juillet 2008 portant dispositions générales relatives à la transformation des entreprises publiques. Loi numéro 08/008 du 7 juillet 2008 portant dispositions générales relatives au désengagement de l'État des entreprises du portefeuille. Loi numéro 08/009 du 7 juillet 2008 portant dispositions générales applicables aux établissements publics et Loi numéro 08/010 du 7 juillet 2008 fixant les règles relatives à l'organisation et à la gestion du portefeuille de l'État. Plusieurs années après la mise en œuvre de toutes ces réformes, le constat est accablant. Toutes les recettes imaginées pour tirer vers le haut la cinquantaine d'entreprises publiques, dont une vingtaine transformées en sociétés commerciales, s'avèrent inopérantes. Il faut se rendre à l'évidence aujourd'hui que le problème ne réside pas dans le nouveau statut juridique accordé, mais plutôt dans les pratiques de gestion qui demeurent peu orthodoxes. Pendant longtemps, les entreprises publiques ont fonctionné dans cette logique au point que toutes sont devenues au fil du temps un fardeau pour l'État propriétaire, donc des canards boiteux. Si les sociétés dans lesquelles l'État est l'unique actionnaire se trouvent dans une situation de quasi-faillite, ce n'est pas que les mandataires qui les ont gérées ou les gèrent sont tous incompétents. On retrouve quelques-uns ayant le profil managérial requis. En revanche, les nominations dans les entreprises publiques sur fond de clientélisme politique et de népotisme et la culture de gestion ambiante constituent la véritable gangrène. On confond souvent mandat public et politique. Sinon, comment comprendre que les sociétés publiques aient été bien gérées et réalisant des profits, sous l'époque coloniale, alors que les mêmes sociétés ne le soient pas actuellement? C'est pourquoi, dans la perspective de nouvelles mises en place, nous attirons la particulière attention à votre coalition sur les risques de récidiver dans les mêmes erreurs consistant à abandonner le choix des différents managers au diktat des partis ou regroupements politiques. Comme stipulé ci-dessus, cette recette amplifiée du reste par l'accord politique de Sun City, n'a pas permis aux entreprises publiques ni d'être compétitives, ni encore moins de générer des ressources nécessaires au profit de l'État propriétaire et / unique actionnaire. Elles ont tout simplement été transformées en machines à sous au profit des partis politiques. Pire, le concours de recrutement des mandataires publics, imaginé jadis comme recette miracle et organisé tambour battant, n'a pas non plus donné des résultats escomptés. Il apparaît clairement que s'inscrire à nouveau dans ce schéma constituerait une mise à mort certaine et programmée de toutes ces entités productrices. La tentation qu'un groupe des partis politiques s'arroge le droit de conclure des arrangements particuliers et égoïstes pour se partager le patrimoine de l'État, à l'instar d'un butin de guerre, est non seulement indécente, mais également un déni total de l'État de droit tant rêvé par le peuple congolais. Pour votre gouverne, la Constitution de la République démocratique du Congo, en son article 81 dispose, sans préjudice des autres dispositions de la Constitution, le président de la République nomme, relève de leurs fonctions et, le cas échéant, révoque,
sur proposition du gouvernement délibéré en Conseil des ministres, 1. Les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires, 2. Les officiers généraux et supérieurs des forces armées et de la police nationale, le Conseil supérieur de la défense. Entendu. 3. Le chef d'état-major général, les chefs d'état-major et les commandants des grandes unités des forces armées, le Conseil supérieur de la défense. Entendu. 4. Les hauts fonctionnaires de l'administration publique. 5. Les responsables des services et établissements publics. 6. Les mandataires de l'État dans les entreprises et organismes publics, excepté les commissaires aux comptes. Les ordonnances du président de la République intervenues en la matière sont contresignées par le Premier ministre. Nulle part, le constituant ne subordonne la nomination des mandataires de l'État dans les entreprises et organismes publics à un arrangement politique de quelque nature que ce soit. En conséquence, toute autre démarche constitue une violation flagrante et délibérée des prescrits pertinents de la Charte fondamentale, en particulier son article 12 qui établit l'égalité de chance entre Congolais en ce qui concerne l'accès aux fonctions dans les services, entreprises et organismes publics. Au demeurant, l'entreprise publique gère dans la plupart des pays une part importante du patrimoine collectif, c'est ainsi qu'il incombe à l'autorité pourvue du pouvoir de nomination de respecter dans ses choix des critères de gouvernance stricts et rigoureux. En plus, dans son discours d'investiture, le président de la République, chef votre majorité au pouvoir, avait mis l'accent particulier sur la gouvernance orthodoxe des entreprises publiques, appelées dorénavant à occuper une place importante dans les grandes orientations stratégiques du gouvernement. Dès lors, l'AKJ espère que vous ne vous laisserez guider que par le respect des articles 12, 81 et 193 de la Constitution, et ne céderez point au chant de sirène dont les motivations sont totalement étrangères à l'intérêt général. Elle recommande de mettre fin à la pratique anticonstitutionnelle d'après laquelle, pour accéder aux charges dans un service, entreprise ou organisme public, il faut d'abord appartenir à l'un des partis politiques membres de la coalition au pouvoir. Veuillez agréer, messieurs les coordonnateurs, l'expression de nos sentiments patriotiques. Pour l'AKJ. Maître Georges Kapiamba. Président national. Si, Son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État. Avec nos hommages les plus déférents. Honorable Présidente de l'Assemblée nationale. Honorable Président du Sénat. Excellence Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement. Excellence Monsieur le ministre du portefeuille. Monsieur le Président national du PPRD. Monsieur le Président appoint de l'UDPS. Monsieur le Président de l'UNC. Monsieur le Secrétaire permanent du PPRD. Monsieur le Secrétaire général de l'UDPS. Monsieur le Secrétaire général de l'UNC. Pour plus d'informations, contactez Madame Yvette Mendy, chargée de communication. Téléphones officiels, joignables de 9h à 16h, plus 243, 81 104 88 537, 97 722 37 996. Écho 4, les alliés de l'UDPS ont échangé avec Félix Tshisekedi et se sont mis à sa disposition en envisageant déjà 2023. Les alliés de l'UDPS dont Diomi Ndongala et Laurent Batumona ont rencontré ce week-end Félix Tshisekedi. C'est la première fois qu'ils rencontrent le chef de l'État depuis que celui est au pouvoir. Ils en ont profité pour évoquer notamment le soutien qu'ils attendent apporter à leurs alliés, mais aussi présenter des suggestions sur certains dossiers. Déménager au Canada est le meilleur choix pour votre famille. Il a été question que nous puissions échanger avec le chef de l'État. Cela fait un an qu'il pilote le pays et les forces alliées de l'UDPS n'avaient pas encore eu l'occasion de le rencontrer. Il nous a donné des instructions que nous allons respecter. Nous lui avons également donné des suggestions, a déclaré Laurent Batumona. Les suggestions concernaient notamment le secteur de la justice et la gratuité de l'enseignement primaire. Nous avons suggéré que les hauts magistrats qui viennent d'être nommés entrent directement au travail pour combattre la corruption et les anti-valeurs.
Nous avons félicité le chef de l'État au sujet de la gratuité de l'enseignement. Il faut que cela se passe de manière ordonnée. Nous avons appris l'injection des enseignants qui n'ont jamais figuré sur la liste. Il faut une inspection, un audit, a-t-il ajouté. Et les alliés de l'UDPS pensent déjà à l'après-quinquennat, nous sommes sans condition à sa disposition pour que nous puissions réussir à soutenir son mandat et pourquoi pas aller au-delà de 2023. Source, Média Congo, actualité.cd et 7sur7.cd.